un réel plaisir pour nous de vous avoir nombreux devant vos postes récepteurs pour suivre cette émission Clap de vérité que nous avons bien sûr l'honneur de vous le présenter. Comme disons-nous, c'est toute une équipe. Laurence Koumassamba, c'est bien moi, et Christelle Mandjaou, Dessang Malom est là à nos côtés, à qui nous disons bonjour. Bonjour Laurence Koumassamba. Merci. Alors, nous avons comme invité le docteur Emmanuel Limbole Bakilo. Il est cardiologue et nous vous signalons qu'il est aussi président de l'ASBEL, Forum de la Renaissance de la République, FOREP en cycle. Et il est aussi conseiller au collège socioculturel du cabinet des chefs de l'État en matière notamment de la santé, de l'issue et de la recherche scientifique. Avec nous, nous allons parler bien sûr du système éducatif en République démocratique du Congo. Nous allons directement le recevoir et nous disons bonjour, docteur Emmanuel. Bonjour messieurs. Je pense que vous allez bien. Très bien. Bien disposé à répondre à toutes nos différentes préoccupations. Tout à fait. Alors, nous l'avons annoncé, vous êtes président de l'ASBEL, Forum de la Renaissance de la République. C'est quoi cet ASBEL? Ça fait combien de temps que ça existe? Voilà, je vous remercie de votre visite pour cet échange de quelques minutes. Forum pour la Renaissance de la République est une ASBEL dont la sortie officielle n'est pas encore effectuée, mais qui est déjà opérationnelle d'une certaine façon. C'est une ASBEL qui a pour mission de revaloriser la recherche scientifique, les sciences et la technologie de manière générale. Nous voudrions que le développement de notre pays prenne pour base les ressources humaines et à travers la recherche, la science, parce que la recherche scientifique a montré ses preuves ailleurs. Les grandes nations à travers le monde, que nous connaissons aujourd'hui comme grandes puissances, sont devenues grandes puissances grâce à la science, grâce à la technologie, grâce à la recherche scientifique. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi de travailler dans ce secteur, parce que nous avons observé que dans notre pays, les autres secteurs sont privilégiés au détriment de la recherche scientifique. Et donc, notre ASBEL a pour créer le développement de la République démocratique du Congo à travers la recherche scientifique. Alors, il y a quand même une question de curiosité. Aujourd'hui, il y a plusieurs chercheurs dans notre pays, il y a ceux qui font des recherches de ça et là. Quelle serait peut-être la particularité pour votre ASBEL? Il n'y a pas une particularité comme telle. Notre problème, c'est que tous les acteurs de ces pays, les acteurs politiques, les acteurs du monde associatif, toute la population en général, les élites politiques et intellectuelles se rendent compte que la science, la technologie, la recherche scientifique sont délaissées dans ces pays. Et donc que nous devons tous prendre conscience de la nécessité de revaloriser ces secteurs, parce que c'est ça la base de tout développement à travers le monde. Ne nous trompons pas, vous pouvez développer le commerce, vous pouvez développer le secteur des services, mais lorsque vous ne développez pas la recherche, vous ne développez pas les sciences, la technologie, votre développement n'est pas bâti sur des bases solides. Et pour que vous soyez respecté à travers le monde, il faut que vous ayez la capacité vous-même de transformer votre environnement par la maîtrise de la science. C'est ce qui fait la puissance des nations. La première puissance mondiale, aujourd'hui, les États-Unis, c'est également la première puissance scientifique. Et lorsque nous voyons parmi les pays émergents, l'Inde est sur la voie de la maîtrise des sciences et de la technique. C'est pour cette raison qu'elle occupe la place qu'elle occupe aujourd'hui. La même chose pour la Chine. Et donc, si nous voulons compter sur le concert des nations demain, nous devons aujourd'hui maîtriser
les sciences et la technologie. Une dernière question peut-être avant de clôturer avec l'ASBEL Forum. Dites-nous un peu, Forum pour la Renaissance de la République, à quand la sortie officielle? Et est-ce que les gens peuvent déjà adhérer? Bon, on vous le dira le moment venu, ça demande une préparation. Les adhésions, ça c'est sûr. Hein. Donc, nous avons un réseau de contacts. Donc, il y a moyen que les gens adhèrent maintenant. Ceux qui pensent qu'il n'y a pas que la musique, il n'y a pas que le théâtre à la télévision. Ceux qui pensent qu'il n'y a pas que les débats politiques puérils à la télévision, ceux qui pensent que nous devons maîtriser notre environnement, nous devons maîtriser les sols et les sous-sols, nous devons maîtriser de façon générale tout ce que nous possédons, tout ce dont Dieu nous a dotés, ceux qui estiment que c'est par cette voie que nous allons nous faire respecter, aussi bien dans la sous-région qu'à travers le monde, ceux-là ils peuvent nous rejoindre pour que nous ayons une autre façon d'aborder le développement de notre pays. Docteur, puisque nous parlons des scientifiques, vous pouvez nous expliquer quelle différence faites-vous plutôt entre université et institut supérieur? Oui, il y a une différence. Dans notre pays, c'est une matière qui est régie par la loi. Nous avons la loi cadre de l'éducation qui est en vigueur depuis, je pense, 2014. Et cette loi fait la différence entre l'université et les universités et les instituts supérieurs. Et bien avant cette loi même, toutes les dispositions légales avaient bien fait la démarcation entre les deux. L'université, chez nous, et c'est le cas d'ailleurs dans tout le pays du monde, a pour vocation la formation des cadres de conception, des cadres qui ont pour vocation de transformer l'environnement qualitativement, de transformer les vécus de la population à travers notamment la recherche, à travers des conceptions des nouveaux, des idées nouvelles. Et voilà donc ce qu'on peut entendre dès l'université. Donc c'est une vision globale de l'environnement aussi bien interne qu'international que l'on voit dans les établissements d'enseignement universitaire. Alors que les instituts supérieurs ont plutôt pour vocation la formation des techniciens de haut niveau spécialisés dans des secteurs spécifiques bien définis. Et donc, contrairement à l'université, là-bas c'est une professionnalisation directement pour leur utilisation dans tous les secteurs de la vie nationale. Donc c'est ça la nuance qu'il y a. Évidemment, il y a toujours des passerelles entre les instituts supérieurs et les universités. Donc on peut évoluer dans un institut supérieur et par une passerelle évoluer par la suite à l'université. Évidemment, il y a un certain nombre de réajustements à opérer. Mais la vocation première de l'université, c'est la formation des chercheurs, c'est la formation des cadres de conception pour transformer l'environnement dans lequel nous vivons, alors que dans les instituts supérieurs, ce sont des techniciens de haut niveau qui ont pour vocation de travailler directement dans différents secteurs comme techniciens supérieurs spécialisés. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans nos universités ou vraiment instituts supérieurs, toutes ces fonctions-là, objectifs sont atteints, selon vous? Bon, c'est très difficile de parler d'une atteinte parfaite des objectifs. Donc on est toujours à la recherche de l'idéal. On n'a jamais atteint l'idéal. Il y a le minimum nécessaire, oui, parce que
le monde du travail de notre pays, je pense, il est géré par le personnel formé localement, en tout cas dans une large proportion. Est-ce nous avons satisfaction des services que nous donnent ces personnels? Bon, c'est discutable. Hein? Il y a certes beaucoup de faiblesses, mais je pense que le minimum est fait. Mais il n'en demeure pas moins que beaucoup d'efforts restent à faire lorsqu'on tient compte des doléances que l'on reçoit, que nous écoutons chaque jour dans tous les secteurs sur la détérioration de la qualité des services dans les différents secteurs de la vie dans notre pays, de même que la détérioration de la qualité de formation, peut-être qu'on y arrivera. On peut dire qu'il y a encore énormément à faire. Alors, on va dire, il y a d'abord le diplôme. Le système éducatif en RDC est traité peut-être d'une façon un peu corrompue. Mais est-ce qu'il y a encore moyen de relever le niveau éducatif en République démocratique du Congo? C'est possible, on ne peut pas baisser les bras. C'est possible. Mais il y a des préalables pour ça. La première des choses, c'est que il faut qu'on arrête de mélanger les choses. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a trop d'interventionnisme du monde politique dans les secteurs de l'éducation. Et là, ça tue l'éducation. Lorsque la création des universités est laissée entre les mains des personnes qui ne sont pas du secteur de l'éducation, lorsque ce sont les acteurs politiques qui commandent la création des universités sans tenir compte des critères minimums exigés pour la création des universités, ça pose problème. Si on peut quand même juste prendre une petite phrase là, les critères pour la création de l'université, c'est quoi par exemple les critères, si on devrait avoir une fausse idée? Les critères sont bien connus, ils sont définis par les ministères de l'enseignement supérieur universitaire. Il y a les conseils d'administration, tous les conseils d'administration, que ce soit celui des ISP, que ce soit celui des universités, que ce soit celui des instituts supérieurs techniques. Tous ces organes sont là pour vérifier la validité d'une demande de création d'une université en fonction des critères qui sont reconnus, établis par le ministère de l'Enseignement supérieur, notamment les critères matériels. Il faut disposer d'un bâtiment, qui est digne d'abriter des étudiants. Il faut disposer d'un personnel permanent qualifié. Ça, très peu d'universités privées et peut-être même officielles remplissent ces critères. Donc, de la disponibilité d'un personnel qualifié permanent. Il faut disposer du matériel de formation, des laboratoires, des bibliothèques. Il y a ici je voudrais dire, si on doit être rigoureux en matière d'évaluation des établissements d'enseignement supérieur universitaire, je pense que très peu d'établissements fonctionneraient aujourd'hui. Docteur Emmanuel Limbole, est-ce que l'enseignement supérieur en RDC répond sur le normes internationales? Bon, ça c'est vraiment une question très ouverte. Critères internationaux, c'est trop général, mais on peut prendre segment par segment. Oui, la structuration de notre enseignement, elle est tirée de la structuration de l'enseignement occidental. Nous avons des liens avec la Belgique et notre système est tiré c'est presque une copie conforme du système belge.
Bon, ne serait-ce que sur le plan de la structuration, sur le plan des cursus, nous répondons. Nous faisons à peu près 12 ans pour délivrer le diplôme d'État. Au niveau supérieur, il y a 5 ans pour la licence, et puis quelques années pour les doctorats. C'est là qu'il se pose encore quelques problèmes, parce qu'il y a la formation doctorale est très peu structurée dans notre pays, mais on y arrivera parce que c'est un processus, on va améliorer. Donc, de manière du général, on remplit les critères parce qu'il y a des universitaires qui quittent le pays pour aller ailleurs et leurs diplômes sont plus en compte. Mais s'il faut regarder en profondeur en termes de contenu des programmes, en termes de conditions des formations des étudiants, il y a à se poser cette question effectivement. On a énormément de faiblesses, des faiblesses profondes qui finalement retentissent sur la qualité des produits qui sortent de l'université ou des établissements d'enseignement supérieur. Alors, on peut dire que c'est pas facile d'affirmer aujourd'hui que nous répondons aux standards internationaux. C'est peut-être dans une certaine proportion, mais pas à 100%. Parce que si nous prenons plaisir à dire que bon, voilà, nous avons un système qui est parfait, je pense que nous ne serons pas motivés pour nous améliorer. L'évidence, c'est qu'il y a énormément de faiblesses en ce qui concerne les conditions de formation dans notre pays. Bon, il n'en demeure pas moins qu'on trouve quand même des gens qui sortent de notre système et qui, de manière personnelle, ont réussi à améliorer leurs performances. Et ils sont très compétitifs d'ailleurs quand ils sortent. Et donc, il faut pas être pessimiste à outrance. Alors aujourd'hui, vous l'avez bien souligné que nous devons encore faire ces efforts-là pour relever le niveau. Mais qu'est-ce qu'il y a à la base? Est-ce que ce sont des étudiants qui ne sont pas intelligents? Est-ce que ce sont les enseignants qui qui dispensent pas comme s'ils doivent les cours? Ou c'est juste qu'il y a une certaine négligence au sein même de notre État? Bon, les étudiants qui ne sont pas intelligents, pas du tout, loin de là. Les Congolais se distinguent toujours lorsqu'il est mis dans un environnement, dans un bon environnement d'apprentissage ou de travail. On ne peut pas du tout parler d'un niveau naturellement bas des étudiants chez nous. Non. C'est plutôt, c'est une conjonction des facteurs qui favorise ça. L'environnement général déjà du pays, l'économie a des problèmes. On a des problèmes sur le plan politique. Cette guerre permanente où en permanence il n'y a pas d'harmonie et l'environnement de façon générale ne permet pas que des secteurs puissent se développer. Et donc, l'environnement général délétère du pays n'épargne pas le secteur de l'enseignement supérieur universitaire. Et donc là, il y a d'abord le segment finance. Pour réussir une bonne formation, il faut investir. Il faut investir beaucoup d'argent. Quelle est la part du budget que nous réservons à l'enseignement supérieur universitaire? C'est pas assez.
n'est pas assez. Et donc, ça fait que les universités souffrent d'un sous-financement. Ça, c'est déjà une première raison. Et bon, il y a, la responsabilité n'est pas que de l'État. La responsabilité revient également aux acteurs eux-mêmes sur le terrain. Quel est le comportement des enseignants, quel est le comportement des étudiants par rapport à la faiblesse à laquelle nous assistons aujourd'hui. Bon, on n'a pas l'impression que les gens ont posé le vrai diagnostic de la situation et que par rapport à ça, ils se mettent à résoudre véritablement le problème. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas posé le diagnostic de votre faiblesse, vous ne pouvez pas avoir la motivation nécessaire pour aborder le problème à bras le corps. Donc, il y a des responsabilités à partager de part et d'autre. Donc, pour me résumer, je peux dire que les faiblesses que nous avons aujourd'hui au niveau de l'enseignement supérieur universitaire résultent de l'environnement général du pays. Et cet environnement fait que l'enseignement supérieur n'a pas suffisamment les moyens de s'améliorer d'un côté, et de l'autre côté, il y a comme une espèce de démission collective. Les acteurs ayant tendance à croire que la faute vient des dirigeants. Et à partir de ce moment-là, ils ont tendance à croiser les bras. Et donc, c'est une responsabilité partagée. Et donc, la solution passerait par une prise de conscience collective à tous les niveaux, aussi bien du côté des dirigeants que du côté des acteurs. Aujourd'hui, si on vous nommait par exemple ministre de l'ESU, quelle politique pourrez-vous mettre en place pour relever les systèmes éducatifs en République démocratique du Congo et faire à ce que même nos diplômes soient acceptés ailleurs? Non, bon, il faut pas me mettre cette ambition dans la bouche. Moi, il faut peut-être poser la question de savoir, en tant que... Bon, peut-être en tant que chercheur. Chercheur, oui. Quelle politique en tant qu'observateur, en tant qu'intellectuel, congolais, qu'est-ce que je pense qui puisse être fait pour que la situation s'améliore. Bon, c'est une question ouverte. Hein. Il y a plusieurs choses à la fois à faire parce que les dégâts sont énormes et profonds. Donc il faut d'abord que la prise de conscience s'efface au niveau des acteurs étatiques et au niveau des acteurs de terrain. Ça veut dire quoi? Du côté des acteurs étatiques, que l'on considère la formation des ressources humaines comme véritablement une priorité. Par conséquent, donner à ces secteurs les moyens qu'il faut. Ça, c'est du côté des acteurs étatiques. Du côté des acteurs sur terrain, les concernés, les étudiants, les enseignants, ils doivent prendre conscience du fait que ils ne sont pas suffisamment organisés pour pouvoir améliorer leur secteur. Il faut par exemple, je prends un exemple simple, si vous allez aujourd'hui dans n'importe quel département, dans les universités comme dans les études supérieures, vous demandez quel est le programme de formation des assistants, des chefs de travaux, le programme de remplacement disons, du personnel vieillissant. Est-ce qu'il y a un programme? Je doute fort qu'il y ait une réponse satisfaisante. Si vous posez la question de savoir combien d'unités de recherche vous avez, quels sont les projets de recherche que vous avez, quel est le planning que vous avez en termes de recherche à court, à moyen et à long terme,
je doute fort que vous ayez des réponses à ces questions. Et là, la responsabilité n'est pas à chercher ailleurs. La responsabilité, c'est à chercher au sein de ces services, au sein de ces départements. Donc il faut d'abord que chacun, là où il est, prenne conscience du fait que c'est lui le premier organisateur de son service. C'est lui qui doit produire un plan de développement de son service, quitte à faire par la suite le plaidoyer avec des outils auprès de ceux qui peuvent financer. Mais lorsque déjà vous n'avez pas un plan et que vous n'avez rien à présenter à ceux qui ont la décision de financer, ça pose problème. Alors, nous sommes déjà en train de chuter, mais en deux ou 3 minutes, vous pouvez quand même nous expliquer le système LMD, c'est-à-dire licence master et puis doctorat. Oui, le système LMD, c'est un système qui découle du processus de Bologne, ce qu'on appelle le processus de Bologne. Le processus de Bologne, c'est la matérialisation d'une idée qui est née en Europe et à travers laquelle les Européens cherchent à uniformiser leur système d'enseignement supérieur dans l'espace européen. De sorte que un étudiant qui est formé en Belgique peut aller en France, en Allemagne et dans tout autre pays de l'espace européen sans souffrir d'un problème d'équivalence. Donc l'uniformisation du système d'enseignement en instituant un certain nombre d'éléments, notamment la semestrialisation des études, notamment l'institutionnalisation de ce qu'on appelle le crédit. Le crédit, ça signifie une espèce de charge d'activité, de charge horaire que l'étudiant doit accomplir pour passer d'une classe à une autre. Et donc, les sigles LMD signifient licence, master, doctorat. Ils ont donc convenu ensemble d'avoir 3 cycles. Le premier cycle est celui de licence qui comprend 3 ans. Le deuxième cycle est celui des masters qui comprend 2 ans. Et le troisième cycle est celui du doctorat qui comprend également 3 ans. Ça fait à peu près 8 ans minimum pour avoir une thèse de doctorat dans les filières classiques ordinaires comme le droit, l'économie, avec des exceptions pour des disciplines comme la médecine, les sciences d'ingénieur. Là, il y a quelques réajustements qui doivent être opérés. Ce n'est pas exactement ce nombre d'années. Donc, c'est ça le système. Et nous aussi, nous avons, à partir de la loi cadre 2014, décidé d'instituer chez nous le système LMD. Mais il y a un certain nombre de préalables, évidemment, que nous devons réunir. Et je pense que le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire est en train de travailler là-dessus. Merci, docteur Emmanuel Limbolé. Nous sommes presque à la fin de notre émission, mais quand même un mot de la fin, un message à toute la population. Le mot de la fin, c'est qu'il va falloir que nous prenions conscience du fait que les développements de toute nation reposent sur la qualité des ressources humaines. Si vous n'avez pas de ressources humaines de qualité, vous ne pouvez pas espérer un développement partant de vous-même. Nous devons éviter une forme de recolonisation qui passerait par une importation systématique de la main-d'œuvre venant de l'extérieur. Donc, si nous voulons réellement être indépendants, être maîtres de notre pays, de notre environnement, nous devons compter sur la formation des ressources humaines de qualité et cela passe par la prise de conscience de cette exigence aussi bien par les dirigeants politiques et les dirigeants de tous les secteurs que par les acteurs eux-mêmes, ça signifie les étudiants, les enseignants et tous les acteurs qui interviennent dans la vie sociale. Donc il est important que nous comprenions que
la formation des ressources humaines, c'est un impératif pour notre pays. La première richesse de toute nation, c'est les ressources humaines. Ce n'est pas les sous-sols. Parce que nous avons l'exemple de beaucoup de pays occidentaux aujourd'hui qui n'ont pratiquement rien dans les sous-sols, mais qui ont développé les ressources humaines, qui ont compté sur l'homme. Et aujourd'hui, ce sont des grandes puissances, aussi bien sur le plan économique, sur le plan militaire que sur le plan scientifique. Merci beaucoup, Dr Emmanuel Limbole et Bakilo. Merci de disposer au moins de votre temps pour répondre aux différentes préoccupations de notre public. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois, nous reviendrons toujours quand il y a une urgence. Et merci à Christelle Major de Saint-Malam qui était là. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous vous rappelons que cette émission, vous pouvez aussi bien sûr de suivre sur YouTube, CNN Bisou TV. Je pense que vous ne serez pas déçus. C'était un plaisir pour nous de partager ces plateaux ensemble avec vous et nous vous souhaitons une bonne suite des programmes sur votre chaîne.